Un conflit qui est entré dans son 18e jour et pour parler justement de ce conflit et de ses répercussions, deux invités avec nous dans ce 64 minutes. Tout d'abord, le général Vincent Desportes. Bonsoir, général Vincent Desportes. Vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et HEC à Paris. Et puis également avec nous depuis actuellement Bratislava, Frédéric Petit, député des Français établis à l'étranger. Merci Frédéric Petit d'être en direct avec nous. Vous avez passé toute la semaine en Pologne. Ma première question, elle va être pour vous, Frédéric Petit. On l'a vu, hein, les frappes de l'armée russe ont touché une zone qui est juste limitrophe de la Pologne. Est-ce que l'inquiétude monte en Pologne suite à ces frappes, vous qui y étiez donc cette semaine? Oui, moi j'y suis depuis 30 ans. Hein. J'y habite, c'est là où j'habite. Donc effectivement, des frappes qui sont arrivées, alors qui sont toujours des frappes ciblées, hein, parce que ce centre était un centre qui était une cible tactique à peu près reconnue, puisque c'est là aussi que étaient plus ou moins accueillis les volontaires internationaux qui voulaient s'engager. L'inquiétude en Pologne, elle est ancienne. Et c'est un peu quelque chose qui était compliqué également sur le plan européen et que moi j'essaie d'expliquer à mes collègues depuis toujours. Si on veut avoir une défense commune en Europe, il faut aussi comprendre de quoi chacun d'entre nous avons peur. Les Polonais ont peur de la Russie depuis très longtemps, donc cette inquiétude s'accroît, mais il y a beaucoup de voix en Pologne qui commencent à dire que ça faisait longtemps qu'on prévenait qu'il y avait ce danger. Donc voilà, je réponds de deux manières très simples à votre question. L'inquiétude est très ancienne, et elle commence à être comprise par les Européens, par tous les Européens, qu'ils habitent en Pologne comme moi ou qu'ils habitent en France comme d'autres. Et deuxièmement, cette frappe de ce matin est un peu symbolique. Alors elle a une charge symbolique très importante, mais elle correspond à toutes ces frappes qui ont été faites depuis le début de cette guerre, qui étaient des frappes à l'ouest du Dniepr. Les frappes ont été des frappes symboliques sur des aéroports, sur des points stratégiques. Il n'y a pas de mouvement de troupes à l'ouest et on est encore très loin. Et quand on analyse ce qui se passe sur le terrain, on voit que pour l'instant, ce qui intéresse les envahisseurs, c'est surtout la rive gauche du Dniepr. Frédéric Petit, restez avec nous, on va revenir vers vous dans un petit instant. Général Vincent Desportes, vous êtes d'accord avec l'analyse de Frédéric Petit concernant ces frappes dans l'ouest de l'Ukraine, ou est-ce que c'est un avertissement pour l'Europe et pour l'OTAN? La guerre est un exercice de communication. Hein. Donc on communique par les avancées. Et là, on commence à expliquer aux Ukrainiens, ce qu'ils avaient compris depuis longtemps d'ailleurs, qu'il n'y a pas de tabou dans cette guerre, que la violence peut être totale, qu'elle peut encore augmenter et qu'on va aller jusqu'à la limite de l'Ukraine. Et comme vous l'avez dit, c'est aussi... Monsieur Poutine cherche à inhiber les Européens. Donc il le fait de différentes manières. Il a ouvert la menace nucléaire depuis longtemps, plusieurs fois. Son ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, l'a répété. Et puis là, ces tirs s'approchent de la Pologne et de la frontière de l'OTAN, en quelque sorte. Donc il s'agit bien de faire peur. N'oublions pas que dans la doctrine russe, il y a le principe de désescalade par l'escalade. Je vais monter jusqu'au moment où l'autre va vraiment prendre peur et arrêter, et alors on va redescendre. Mais ce qui implique une montée progressive de la violence et une extension du conflit. Est-ce que actuellement la guerre est totale et sans limite dans ce conflit? Non, la guerre n'est pas totale et sans limite. Ce qui est sûr, c'est qu'on est passé d'une logique de guerre limitée. Le premier objectif était juste de décapiter l'Ukraine, et ça aurait dû être fait le 25 février dernier. Et là, on est en train de passer d'une logique de guerre limitée à une logique de guerre totale. Mais on n'est pas à une logique de guerre totale. La guerre totale signifierait l'utilisation de toutes les armes dont dispose le président Poutine, ce qui est encore loin d'être le cas. Il n'a pas déployé encore toute la violence conventionnelle dont il est capable. Je pense par exemple aux bombes thermobariques dont on est menacé mais qu'on n'a pas vu. Il n'a pas utilisé les armes chimiques qu'il détient très sûrement, et il n'a utilisé ni son armement nucléaire
tactique qu'il pourrait effectivement utiliser sur le sol ukrainien, ni encore moins, et j'espère que ça ne se fera pas, l'arme nucléaire stratégique. On va y revenir dans un instant, général, mais je voulais aussi vous donner un dernier bilan qui est tombé aujourd'hui. Sachez que les combats ont fait plus de 2100 victimes à Mariupol, ville portuaire assiégée dans le sud-est de l'Ukraine. Selon les autorités, des immeubles résidentiels, des hôpitaux et des zones densément peuplées, ils sont régulièrement visés par les frappes russes. Général Vincent Desportes, Mariupol, c'est une zone très stratégique actuellement pour Vladimir Poutine. Je crois qu'il y a deux choses. Bon, d'une part, dans ce qu'il veut prendre à l'Ukraine, il y a évidemment les républiques irrédentistes du Donbass, et puis il a bien l'intention d'arriver à assurer ce qu'on appelle la continuité territoriale entre le Donbass et la Crimée, ce qui lui permet de s'emparer de l'intégralité des grands ports de la mer d'Azov qui ont un intérêt réel pour lui. La deuxième chose, c'est que j'ai le sentiment qu'il veut punir. On se rappelle que M. Staline a puni l'Ukraine de manière effroyable entre 32 et 33, avec 4 millions de morts, et que là, M. Poutine ne comprend pas que Mariupol, qui est une ville où les Russes sont très nombreux, une ville parfaitement russophone, comme Kharkiv d'ailleurs, lui résiste. Et je pense qu'il y a une dimension de vengeance. Et puis la troisième dimension, c'est toujours de montrer à toute l'Ukraine et à tous les Ukrainiens qu'il est capable de la plus grande cruauté. À tous les Ukrainiens et aussi à tous les étrangers qui sont aussi dans le pays. Frédéric Petit, justement, vous qui êtes député des Français établis à l'étranger, je suppose que vous êtes en contact régulier avec des Français qui sont actuellement en Ukraine. Qu'est-ce qu'ils vous disent de ce qui se passe dans leur quotidien? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils veulent rester sur place? Quelles sont les remontées du terrain que vous avez? En Ukraine. En Ukraine. Oui, en Ukraine, oui, ils ont peur. En Ukraine, j'en ai encore rencontré qui sont vraiment des Français qui sont rentrés de Zaporia avant-hier à la frontière. Oui, je voudrais faire une petite remarque sur les phrases qu'on vient de dire sur la guerre. C'est une guerre culturelle. Poutine ne supporte pas, on a parlé, il ne faut pas confondre russe et russophone, et effectivement, Poutine ne supporte pas qu'on puisse imaginer gérer des terres sans parler tous la même langue, sans être tous pareils et sans avoir un seul chef. Dans ces textes extrêmement où il refait l'histoire qu'il a sortie il y a 6 mois, il s'adresse à la République des deux nations, qui dit que nous avons gagné contre la République des deux nations au XVIIIe siècle. Déjà, ce symbole de la République des deux nations est des choses que la Russie, quand elle est impérialiste, violente, refuse. Voilà. On est tous russes et c'est moi le chef. Alors sur les Français en Ukraine, effectivement, il y en a encore sans doute quelques centaines. Comme on l'a vu dans votre reportage précédent, qui sont des gens qui veulent rester parce qu'ils sont chez eux. Moi, j'ai eu des témoignages assez déchirants de familles ukraino-françaises qui disent aux Français, aux conjoints français, rentre parce que sinon tu risques plus à rester avec nous. Et puis d'autres qui restent. En Pologne, les communautés en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie, donc dans tous ces territoires frontaliers, la solidarité française est extrêmement importante. En Pologne, on a réussi à créer un centre de coordination des initiatives de la société civile, c'est-à-dire en lien avec l'ambassade, mais il y a tellement d'initiatives de la société civile en Pologne, française, en Pologne et en France, qu'il faut coordonner, qu'il faut lier, qu'il faut avoir un peu des professionnels de la logistique. On est capable maintenant, en Pologne, les Français de Pologne sont capables d'envoyer du matériel qui arrive de manière sûre en Ukraine, là où c'est nécessaire, les médicaments, etc. Donc il y a un très gros engagement des communautés françaises. Et nous avons aussi, dans les Français qui sortent d'Ukraine, à peu près une bonne moitié, qui disent « Moi, je ne veux pas rentrer en France, je suis sorti d'Ukraine pour protéger ma famille, mais je veux rendre service ici, je ne veux pas m'éloigner de l'Ukraine. Je veux rester en Pologne pour rendre service, ou rester dans le nord de la Roumanie pour rendre service et être utile, et rentrer dès que je pourrai rentrer. » Je voulais vous montrer une image, messieurs, à présent, une image un petit peu insolite. Ça se passe à Odessa. Regardez, avec cet orchestre et ces musiciens qui jouent dans la rue. Et qu'est-ce qu'ils réclament? Eh bien, ils réclament la fermeture de l'espace aérien, ces musiciens à Odessa. Odessa, on va y rester justement. On parlait de ces expatriés qui refusent de quitter l'Ukraine. C'est le cas de cette famille française, vous allez le voir, qui a rencontré sur place à Odessa Luc Hortel.
Continuer à mener sa vie d'avant, c'est ce que tente de faire Cédric depuis le début de la guerre. Tombé amoureux de l'Ukraine après avoir rencontré sa femme originaire du Donbass, ce Français de 40 ans s'est installé à Odessa en octobre dernier. L'expatrié vient encore régulièrement ici au parc Kirovski pour une balade avec son fils ou pour jouer au tennis de table entre amis. Pour l'heure, quitter son pays d'adoption est inenvisageable. Ma famille voudrait qu'on vienne en Moldavie et en Roumanie, qu'on s'éloigne, qu'on aille en sécurité, mais nous en fait on n'a pas envie parce qu'après on se dit comment on va rentrer pour puis vous êtes attaché à cette ville. On est attaché à notre maison, on n'est pas attaché au matériel, mais en définitive je me dis aussi que je vais peut-être avoir mon rôle peut-être à jouer dans l'après pour aider cette jeune démocratie et ce pays que j'aime. Cédric a trouvé à Odessa un équilibre pour sa vie de famille et réussi à maintenir son activité professionnelle. Cette stabilité, il souhaite la conserver le plus longtemps possible pour son fils, Léo, 4 ans. La guerre, ici, il n'a pas encore palpé. À Odessa, on n'est pas touché. Quand même, depuis 16 jours, il n'y a rien passé pour le moment, à part les chars d'assaut dans les rues. Léo continue de jouer dans sa chambre, il continue de faire des exercices avec sa mère. Il nous a réclamé l'école une fois. Voilà, ce qui va lui manquer, c'est l'école, les copains. Mais après, on l'amène dans le parc juste derrière à Soborna. Voilà, il continue à jouer avec d'autres enfants. Voilà, c'est ça. Les vitres de son logement sont scotchées en cas d'explosion. Les combats sont loin, mais Cédric préfère anticiper. Ici, l'ambiance a déjà changé. La caméra provoque les contrôles de police. Les restaurants encore ouverts se font rares, tout comme les distributeurs de billets en état de fonctionner. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'en temps normal, ça grouille beaucoup plus de monde. Donc voilà, ici c'est Novorinac et c'est le marché qui est juste derrière la maison. Et on vient acheter nos fruits, nos légumes et puis un peu de tout, quoi. C'est un souk. Au quotidien, Cédric appelle ses proches restés en France afin de les rassurer. S'il ne souhaite pas céder à la peur, il ne veut pas non plus être dans le déni car la situation pourrait se dégrader. Moi, ce que je vais aussi décider, c'est qu'on va quand même tout préparer pour ne pas se retrouver à partir au dernier moment en n'ayant pas d'essence dans le camion, en se retrouvant à la queue dans une station essence. On va partir avec de la nourriture, on va préparer les affaires. Et puis, comme ça, au moins, si on sent que ça part, on monte dans le camion et on va dans un village un peu plus reculé. Depuis le 23 février, l'État français a appelé tous ses ressortissants à quitter le pays sans délai. En choisissant de rester à Odessa, Cédric espère le meilleur tout en se préparant au pire. Frédéric Petit, on est sur la même ligne. Vous appelez de nouveau les Français qui se trouvent en Ukraine à partir? Ah, c'est l'État français. Moi, je ne suis pas l'État français, je suis la nation française, moi. Je signale quand même quelque chose de très important et que je tiens à saluer, c'est qu'il y a une école française à Odessa, une école française qui, donc, certainement, que l'enfant fréquentait et que j'ai, moi, tous les jours au téléphone depuis le début de la guerre pour savoir comment ça se passe. Effectivement, les enseignants sont partis. Il n'y avait pas que des enseignants français, d'ailleurs. Il y a sur place encore le personnel ukrainien de l'école française est resté, et c'est un personnel qui a servi la France aussi. Et donc voilà, est-ce que les gens doivent rentrer? Moi, vous savez, je vote pour la mairie de Cracovie, je représente la nation française, je suis un député qui fait son travail en France et qui aime la France, comme tous mes concitoyens qui sont installés en Pologne, en Ukraine et dans le monde aiment la France. Et on a, comme dit ma fille, il y a des gens qui ont deux maisons, nous on a deux intérêts, deux centres d'intérêt. Moi, je comprends très bien ce que raconte Cédric, je le comprends très bien. Voilà, après, c'est le devoir de l'État de protéger les citoyens. C'est le devoir de l'État de dire il faut rentrer. Après, chacun garde sa liberté. Voilà, on a une petite coupure avec la liaison avec Frédéric Petit. Je voulais vous montrer une autre image qu'on va pouvoir commenter ensemble, Vincent Desportes, avec cette grande manifestation ce dimanche. Regardez, c'est dans la ville de Kherson, dans le sud du pays. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour protester contre l'occupation de la ville par les forces russes, la ville de Kherson, proche de la Crimée. Il faut le rappeler, c'est la première grande ville dont se sont emparées les forces russes après l'invasion de l'Ukraine. C'était le 24 février dernier. Général Vincent Desportes, on voit il y a de la résistance sur le terrain également, il y a des manifestations. C'est pour ça que l'armée russe a du mal quand même à avancer sans lice dans certaines régions.
Alors je crois qu'il y a une incroyable résistance. Quelque part, la nation ukrainienne est véritablement en train de se recristalliser dans cette défense. Alors il y a, je dirais, des manifestations passives comme celle-là qui montrent juste, qui ont un impact évident psychologique sur les troupes russes qui sont en face d'elles. Les uns et les autres parlent russe, sont russophones, et on voit bien qu'il y a une faille qui peut s'ouvrir dans l'armée russe, hein, qui comprend pas très bien. Les Russes ont supporté les violences extrêmes faites aux musulmans en Syrie et aux musulmans tchétchènes. L'armée supportera-t-elle de perpétrer une guerre absolument terrible, désastreuse, destructrice au cœur du même pays? Là, on est en train de faire la guerre contre des Slaves contre des Slaves. C'est une guerre civile. Donc c'est complètement différent. Et donc je pense que ces manifestations pacifiques ont un impact sur la psychologie des soldats qui sont en face d'eux. Et évidemment, de l'autre côté, vous avez une résistance qui est beaucoup moins pacifique, qui est même très dure, parce qu'on voit bien que l'armée russe aujourd'hui ne réalise pas du tout ce qu'elle réalise. Elle est embourbée dans cette nasse de missiles anti-chars et anti-aériens qui la bloquent véritablement. Et justement, il y a des pertes matérielles, comme vous le dites, mais aussi des pertes humaines, même à la tête de l'armée. C'est ce qu'on va voir justement dans ce sujet de Malik Mikhtar. Une frappe d'artillerie en Ukraine, un défilé de tanks lors d'une opération spéciale ou encore des images en caméra embarquée. Ces derniers jours, les vidéos de propagande russe se multiplient. Si les forces du Kremlin resserrent l'étau sur Kiev, cela n'empêche pas certains experts de s'interroger sur les difficultés russes sur le terrain, à l'image du convoi de chars qui devait rapidement sceller le sort de la capitale, bloquée pendant plusieurs jours. En cause notamment des pannes d'essence ou encore des absences de ravitaillement. Plusieurs hauts gradés de l'armée russe auraient également été tués. Leur présence au front interroge. C'est rare que 3 généraux de division meurent au combat. Cela a une explication, effectivement, la démotivation des troupes, la désorganisation, l'enlisement des troupes. On en est au 18e jour d'une opération qui, théoriquement, selon les plans, devait se dérouler en pas plus de 2 ou 3 jours. Une logistique défaillante qui interpelle jusqu'au sommet de l'État russe. En conséquence, Vladimir Poutine aurait-il décidé de faire payer cet échec à ses services de renseignement? C'est ce que laisse entendre The Times. Selon le quotidien anglais, 2 chefs espions russes auraient été écartés par le Kremlin. Leur nom, Sergueï Beseda, 68 ans, chef de la section étrangère du FSB, et son adjoint, Anatoly Bolyuk. Depuis déjà quelques jours, circulaient sur les réseaux sociaux les aveux, anonymes bien sûr, de certains membres des services de renseignement, comme quoi on leur avait demandé de truquer un peu la réalité du terrain pour ne pas froisser le président Vladimir Poutine, et on leur avait surtout demandé de préparer un scénario qui ne s'est pas déroulé comme prévu, le scénario étant celui d'une chute rapide de Kiev. Les 2 agents auraient été assignés à résidence, une information qui n'a pour l'instant pas été confirmée par Moscou. Alors, concernant ce conflit, est-ce qu'on sait ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines à venir désormais? Comment vous le voyez, Général Vincent Desportes, ces jours à venir? Alors, nul ne sait exactement. Nous travaillons sur des hypothèses. La guerre a cette particularité de produire en permanence des effets paradoxaux. Et d'ailleurs, on le voit bien, M. Poutine récolte des fruits qui sont complètement différents de ceux qu'il espérait. Ce qui est probable, il y a 2 choses. Si vous voulez. Il y a une logique, c'est la logique du temps. M. Poutine doit aller vite. Or, il va pas de moins en moins vite, mais il va lentement. Donc, il faut qu'il accélère. Pour accélérer, on voit qu'il va accroître le niveau de violence. Donc, on le disait, il a encore des armes qu'il n'a pas employées. Donc, il va faire manœuvrer ses troupes de plus en plus brutalement. On a vu à Mariupol les chars attaquer directement les populations civiles. Il va probablement user d'autres armes, et moi je crains qu'il n'utilise des bombes nucléaires tactiques, ce qui est dans la doctrine militaire russe, et qui serait assez logique par rapport à ses objectifs et par rapport à l'effet de sidération
je dirais, mondiale. Que produirait cette troisième bombe nucléaire qui éclaterait sur la Terre? Merci beaucoup, en tout cas, Vincent Desportes, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle un livre que vous venez de sortir qui s'appelle « Viser le sommet pour réussir, devenez stratège ». C'est aux éditions de Noël. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et merci à vous également, Frédéric Petit, député des Français établis à l'étranger, d'avoir été en direct également avec nous dans ce 64 minutes. Merci à vous, messieurs.